Bonjour les amis, dans cette vidéo, on va essayer de faire la deuxième question. On a déjà traité la première question dans la première partie. Donc on pose l'ensemble VH1 égal à les éléments V indice H qui sont contenus sur l'intervalle 0,1 fermé, tel que la restriction de VH sur chaque IJ appartenant à P1, c'est-à-dire est un polynôme de degré 1, de G allant de 0 jusqu'au N. Donc voilà, c'est ça l'ensemble V1H qu'on a posé, de telle sorte que H est 1 sur 1 plus 1, c'est le pas, et XG c'est J fois H, c'est-à-dire X0 c'est 0, X1 c'est H, X2 c'est 2H, X3 c'est 3H jusqu'au N plus 1, c'est-à-dire Xn plus 1 c'est N plus 1 fois H, et N plus 1 fois H c'est 1, parce qu'on a H c'est 1 sur 1 plus 1. Donc petit a, on va déterminer les figés qui sont dans l'ensemble VH1 tels que phi j de xi égale à delta ij, quel que soit ij appartient à 0,1 jusqu'au 1 plus 1. Donc je commence par g égale à 0. Donc phi g égale à phi de 0 qui est égal, je la pose comme ça, a0 fois x plus b0. Et ça, bien sûr, c'est un polynôme de degré 1 parce que on a les phi j appartiennent à VH1. Donc c'est un polynôme de degré 1 appartient à P1, mais leur restriction, donc je vais poser phi j sur ij, v0 sur ij. Là, si je vais faire ij, d'accord, donc appartiennent à P1. Donc la restriction sur chaque ij est un polynôme de degré 1. Donc on va utiliser que phi j de xi égale à delta ij, donc on a phi de 0 de x0 égale à 1. Et on a phi de 0 de x1 égale à 0. D'accord? C'est après la définition de phi j, parce que phi j de xi égale à delta ij. Donc on a la 0, 0, donc delta 0, 0 c'est 1, et la delta 0, 1 c'est 0. Donc j'aurai que A0 fois x0 plus b0 égale à 1. Et là j'aurai A0 fois x1 plus b0 égale à 0. Donc on a x0 c'est 0 fois h, et x1 c'est 1 fois h c'est h. Donc j'aurai que a0 fois 0 c'est 0, donc il me reste que b0 égale à 1, et a0 fois h plus b0 qui est 1, donc plus 1, égale à 0. Ce qui me donne que b0 égale à 1 et a0 égale à moins 1 sur h. Donc phi 0 sur x0, bien sûr, qui est égal à x0 x1, parce que j'ai calculé sur x0 x1, donc c'est de x, bien sûr, c'est a0 fois x, a0 c'est moins 1 sur h, donc moins x sur h, plus b0, plus 1, qui me donne c'est h moins x sur h. Très bien, donc maintenant, on a déterminé phi 0 seulement sur u0, mais il faut déterminer phi 0 sur tous les ij. Parce que d'après la définition de notre ensemble, V1 de H, ce sont les VH,
telles que leurs restrictions sur les IJ, appartiennent à P1 pour tous les IJ de 0 à n. On a seulement déterminé VH, la restriction de phi 0 sur G est égal à 0. Il nous reste G est égal à 1, 2 jusqu'au n. Donc, or, d'après la définition diffusée, diffusée, donc on aura que phi 0 de x1 égale phi 0 de x2 égale phi 0 de xn, c'est-à-dire jusqu'au n. Donc, qu'est-ce qu'on aura là? Égal à 0. Parce que ceci égale à delta 0 G. En général, donc G est égal à 1, 2, 3, donc c'est toujours 0. D'accord? Donc seulement on va voir c'est quoi, est-ce que jusqu'au xn ou bien jusqu'au xn plus 1. Donc les ij, le j jusqu'au n, donc in, c'est xn, xn plus 1. Donc aussi pour xn plus 1 égale à 0, donc je vais aller jusqu'à n plus 1. Donc, fait 0 sur l'IJ égale à 0 parce qu'il est nul sur les bords x1, x2. Et on a que fait 0 appartient à P1 sur chaque IJ. Il appartient à P1, c'est-à-dire est un polynôme de degré 1 sur chaque IJ et elle est nulle sur 12 éléments de IJ. Par exemple, pour I1 égale à x1, l'intervalle x1, x2, il est nul sur x1, x2. Donc un polynôme de degré 1 est nul en deux éléments, donc il est nul partout. Donc phi est nul, phi 0 est nul sur tous les j, quel que soit j, appartient de 1 jusqu'au n. Donc il ne s'annule pas sur U0, mais il s'annule ailleurs. C'est comme donc on a déterminé le support de phi 0. Donc maintenant j'ai déterminé phi 0, donc phi 0 du x égale h moins x sur h sur U0 qui est égal à x0, x1, c'est-à-dire 0h. Est égal, donc je l'ai fait comme ça, égal à 0 ailleurs, c'est-à-dire sur les IJ tels que J différents de 0. Donc 0 ailleurs. 0 ailleurs. Donc comme ça on a déterminé phi 0. Je vais déterminer maintenant phi 1 plus 1. Donc je commence par phi 0 le premier et je vais aller au dernier, phi 1 plus 1. Et après, on va déterminer les phi j tels que j entre 1 et n. Donc je passe à phi 1 plus 1. On a phi 1 plus 1 de x1 plus 1 égale à 1. De la même manière qu'on a fait pour phi 0, donc phi 1 plus 1 de xn égale à 0. Donc ce qui implique que donc je donne toujours la même notation, c'est an plus 1 fois xn plus 1 plus bn plus 1 égale à 1. Et là, c'est an plus 1 fois xn plus bn plus 1 égale à 0. Si vous constatez, je fais que phi g égale à ag x plus pg. Là, c'est x, bien sûr. AGX plus PG, quel que soit G, appartient de 0
à n plus 1. Donc maintenant je fais la différence entre cette ligne et cette ligne, donc j'aurai que a1 plus 1 fois xn plus 1 moins a1 plus 1 fois xn égale à bn et 1 moins 0 parce que bn plus 1 c'est 0, donc 1 moins 0 c'est 1. Et je garde la deuxième, c'est a1 plus 1 xn plus bn plus 1 égale à 0. Donc je factorise par a1 plus 1, donc j'aurai a1 plus 1 fois xn plus 1 moins xn. Il y a un seul pas entre eux, donc c'est n plus 1 fois h moins n fois h, donc j'aurai h, il me reste h, égale à 1. Et là j'aurai que, on constate que a1 plus 1 là c'est 1 sur h, donc je remplace a1 plus 1 directement là par 1 sur h, fois xn, c'est-à-dire fois nh, plus bn plus 1, égale à 0. Donc, j'aurai que a1 plus 1 égale à 1 sur h, comme j'avais déjà dit, et bn plus 1, ça sera moins, cette quantité c'est moins n. Donc, qui implique que phi n plus 1 de x égale à x sur h moins n sur l'intervalle in, c'est xn1, xn plus 1 c'est 1, égale à 0, ailleurs de la même façon qu'on a fait pour phi 0, égale à 0 ailleurs parce que l'effet n, parce que phi n plus 1 de x0, de x1, de x2, de x3 jusqu'au xn sont nuls. Donc on aura des polynômes qui sont nuls en 2 points et en même temps qui sont de degré 1. Donc le polynôme, ces polynômes-là seront nuls partout, seulement sur l'intervalle in. Parce que sur l'intervalle in, le polynôme est nul seulement sur xn et pas sur l'autre point 1. Donc il s'annule seulement sur un seul point. Donc il ne peut pas être nul partout. Et voilà, on a déterminé notre phi n plus 1. Il nous reste donc maintenant pour n, ou bien pour g, pardon, pour g égale à 1 jusqu'au n. On va déterminer en général l'effet j. L'effet j de x est égal à quoi? On n'aura que l'effet j sur ij et sur ij moins 1 et bien sûr ailleurs. Donc pour ij, c'est la même que phi 0 sur phi 0 qu'on a déjà traité. Et pour ij moins 1, c'est le même raisonnement qu'on a fait pour phi n plus 1 sur n. Voilà, donc on a phi n plus 1 sur n, c'est comme ça. Donc n plus 1 et on retranche 1. On aura in. n plus 1, n. C'est comme ça là, phi j, on retranche 1, c'est j moins 1 et j moins 1. Donc ça sera le même raisonnement là. Donc et pour phi 0, on a phi 0 là, et 0, on n'a rien retranché, c'est le même
0 là, donc c'est comme ça, phi j de x sur ij. Donc pour phi 0, on a trouvé combien? Là, pour phi 0, on a trouvé h moins x sur h, c'est-à-dire x1 moins x sur h. C'est h moins x sur h, pardon. H c'est quoi? H c'est x1 moins x sur h. Donc aussi là, j'aurai que sur ij, j'aurai x g plus 1, parce que x1, on a ajouté 1 de 0 à 1, x1, donc là aussi de g, j'aurai xg plus 1 moins x comme ceci sur, ou bien diviser là par h. D'accord? Pour la deuxième, qu'est-ce qu'on a pour phi 1 plus 1? On a trouvé x sur h moins n. Je peux changer l'écriture un peu. J'aurai x moins nh sur h. D'accord? Et là, donc, j'aurai x moins... C'est quoi nh? C'est xn sur h. C'est pour n. Donc, on avait n plus 1, mais là, on a n. C'est comme ça, on a g, donc on aurait x moins x g moins 1. On retranche 1, 1. Le tout sur h, bien sûr. Et on a 0 ailleurs, de même, par le même raisonnement. Donc, on n'aura que le support de phi j pour les j de 1 à n égale à la réunion de ij et j moins 1. ij et j moins 1 et j moins 1 c'est xg moins 1 xg union ij c'est xg plus 1. Donc j'aurai le support de phi j c'est xg moins 1 xg plus 1. Et voilà, comme ça on a déterminé les fonctions de base pour tous les j allant de 0 jusqu'au n plus 1. Et comme ça on a terminé la première question, c'est temps, du deuxième question 2. Donc on a donné toutes les expressions des fonctions phi j, les fonctions de base, telles que phi j de x égale à delta ij. Je passe à la deuxième question, type B. Montrer que grand V qui est égal à V1H inter H10 de I égale à le vecteur de phi 1 jusqu'au phi n. C'est-à-dire on va montrer que la famille phi 1, phi 2 jusqu'au phi n est une base. Pour montrer que cette famille est une base, il faut montrer qu'elle est libre et génératrice. Qu'elle est libre et qu'elle est génératrice. Donc voilà, je vais poser S, grand S, la famille phi 1 jusqu'au phi n. Je vais montrer qu'elle est libre et génératrice. Je commence par montrer qu'elle est libre, donc S est libre. En effet, donc pour montrer qu'elle est libre, c'est trivial. Donc je vais poser, ou bien prendre des lambda J, soit des lambda J appartenant à R, de G allant de 1 jusqu'au N, tel que bien sûr la somme des lambda J, phi J de X, de J allant de 1 jusqu'au N, est nul. Là, bien sûr, quel que soit X appartient à 0, 1. Montrant que les lambda J égale à 0, quel que soit J appartenant à 1
jusqu'à n. Très bien. Donc, pour montrer ça, je vais prendre, parce qu'on a supposé que cette égalité est juste quel que soit x dans 0, 1, donc soit x égale xi pour i appartient 1 jusqu'à n. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la somme de j allant de 1 jusqu'à n de lambda j fait j de xi égale à 0, quel que soit i appartenant à 1 jusqu'à n. Et voilà, on a cette égalité est équivalente à quoi? Donc on a les fiches j de xi sont tous nuls, sauf pour i égale à j. Donc j'aurai là un seul élément qu'il me reste différent de 0 si lambda i phi j ou bien phi i de xi. Et c'est lambda i parce que phi i de xi c'est 1, donc c'est lambda i qui est égal à quoi? Qui est égal à 0. Et ceci pour n'importe quel i de 1 à n. Et voilà, donc j'ai montré que tous les lambda i allant de 1 jusqu'à n, tels que i allant de 1 jusqu'à n, sont nuls. Donc ma famille c'est libre. Donc S est libre. Donc reste à montrer qu'elle est génératrice, donc montrons que S est génératrice. Génératrice de l'espace grand V, c'est-à-dire elle génère les éléments de grand V. Donc pour montrer ça, je vais prendre un élément V, soit V, appartenant à grand V. C'est-à-dire VH1 inter H10 de I. Alors, quel que soit x appartient à 0, 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un j qui appartient à 0 jusqu'à n, tel que x appartient à ij. Oui, parce que l'intervalle 0, 1 égale la réunion d'ij, de j allant de 0 jusqu'à n. Donc, si x est dans 0, 1, donc x est nécessairement dans un intervalle ij. Et bien sûr, j'aurai que x, ou bien j'aurai que v, la fonction que j'ai pris, v sur uj, toujours appartient à P1. Parce qu'elle appartient à un grand V, c'est-à-dire elle appartient à VH1. Et VH1, il contient des polynômes ou bien des fonctions telles que leur restriction sur l'UJ forment des polynômes. Donc V sur IJ appartient à P1. Alors je vais distinguer les cas maintenant. Si J égale à 0, donc si J égale à 0, j'aurai que donc x appartient à ij, appartient à i0, qui est 0h. Alors Vx va être égal à quoi? Vx va être égal à V de h fois V1 de x pour j égale à 0. Pourquoi ça? Parce que, ou bien en effet, bien car V, j'ai que V de x moins VH fois V1 de x, ceci est un polynôme de degré 1, parce que Vx est un polynôme de degré 1, et V1 de x est un polynôme de degré 1, V de h est un scalaire, donc
v de x moins vh fois phi 1 de x est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Mais on a ce polynôme-là, admet deux racines. Le premier racine, c'est le 0 et le deuxième, c'est le h. Parce que on a une nulle ou bien s'annule. Donc ce polynôme-là s'annule en 0 et h. Parce que v de h, bien, je commence par 0. D'abord, v de 0 moins v de h fois v1 de 0, c'est x0. Donc, c'est x0. Donc, ceci est nul. v1 de x0, c'est nul, bien sûr. Et v de 0 est nul. Pourquoi v de 0 est nul? Parce que le v qu'on a pris, il appartient à h1,0 de i. Les éléments de h1,0 de i, ils s'annulent en 0 et en 1. C'est-à-dire, ils s'annulent au bord de i. Et les bords de i sont 0 et 1. Parce que l'intervalle ici, 0. L'intervalle 0, 1, donc il est nul sur 0 et 1. Donc, v de 0 est nul. v1 de x0 est nul. Donc, le polynôme est nul en 0. Donc, 0 est un racine de v de x moins vh, v1 de x. Et s'annule aussi en h. En effet, on a v de h moins v de h fois v1 de x c'est h, donc v de h. Et h c'est x1 bien sûr. Donc v1 de x1 c'est 1. 1 fois vh c'est vh, vh moins vh c'est 0. Là aussi, donc c'est 0, donc h est une racine de ce polynôme-là. Alors, ce polynôme est de degré inférieur ou égal à 1 et admet deux racines différentes. Donc, ce polynôme est nécessairement nul. Donc, vx moins vh fois v1 de x est égal à 0. Alors, v de x égale à vh fois v1 de x. C'est pour cela que j'ai écrit ça. C'est v de x égale à v de h fois v1 de x. Donc, je passe à g égale à 1, donc si, ou bien si je passe au dernier élément, c'est mieux, c'est g égale à n. Donc là, on a écrit v de x en fonction de phi 1. Et je vais écrire v de x maintenant, c'est g égale à n en fonction de phi n. Et je vais refaire ça pour les j de 1 à n-1. Donc, je fais pour j égale à n, donc x, ça sera dans in. Et n, c'est xn1, bien sûr, xn plus 1, xn plus 1, c'est 1. Et v de x, donc ça sera quoi? C'est la même méthode que ça, donc j'aurai v de xn fois vn de x. Là, j'ai pris h, c'est le bord qui est à la droite de l'intervalle, mais là, je vais prendre xn, c'est le bord qui est à gauche de l'intervalle. D'accord. Donc, pour montrer ceci, c'est la même chose. J'aurai que pour xn, c'est v de xn égale à v de xn fois phi n de xn qui est égal à 1. Donc, v, donc ce polynôme, ça sera nul. V de xn moins v de xn fois phi n de xn est nul. Et aussi pour xn plus 1, j'aurai que phi n de xn plus 1 c'est nul. Donc là, j'aurai 0. Et v de xn plus 1, c'est-à-dire v de 1 est nul parce que v appartient à h10. Et j'ai dit que les éléments de h10 s'annulent en 1 et en 0. Donc v de 1 est nul. Donc j'aurai un polynôme de degré inférieur ou égal à 1 qui est nul en 2 points. Donc le polynôme est nul partout. Donc v de x moins v de xn fois vn de x égale à 0. Donc j'aurai cette égalité. J'aurai que vx égale à v de xn fois vn de x. Ça pour, ceci pour j égale à n. Donc on veut constater qu'on a écrit v de x encore une autre fois en fonction d'une fonction de base, à savoir Vn.
Pour g égale à 0, on a utilisé phi 1. Pour g égale à n, on a utilisé phi 1. Donc pour g, bien si g est différent de 0 est différent de n, c'est-à-dire g allant de 1 jusqu'à n moins 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que x appartient à ij bien sûr. Si xn 1, si xg plus 1, et j'aurai que v de x égale à v de xg fois vg de x plus v de xg plus 1 fois vg plus 1 de x. Donc g plus 1, vg plus 1 de x, unile en deux racines, ou bien à demi deux racines. Je vais l'écrire, donc je vais que v de x, le polynôme p, p de x égale à v de x moins v de xg fois vg de x moins v de xg plus 1 fois vg plus 1 de x. Ce polynôme s'annule en deux points, en xg et en xg plus 1. Donc j'aurai que pour p, pour x égale à xg, j'aurai p de xg égale à quoi? Égale à v de xg moins v de xg fois vg de xg chez 1 moins v de xg plus 1 xg plus 1 fois phi de g plus 1 de vg plus 1 de xg, c'est 0. Donc j'aurai que p de xg égale à v de xg moins v de xg. xg c'est 0. Donc, voilà, le premier racine c'est xg, le deuxième racine c'est xg plus 1, c'est v de xg plus 1 moins v de xg plus 1 fois vj de xg plus 1 moins v de xg plus 1. Là, pardon, là c'est phi de g. Là c'est phi de g. Fois v de g plus 1 de xg plus 1. Ceci unile, donc tout ça unile. Il me reste v de xg plus 1 moins v de xg plus 1 fois ceci égale à 1. Donc j'aurai moins v de xg plus 1. Et qui unile donc p admet deux racines et p est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc le polynôme unile. Puisque le polynôme unile, donc j'aurai l'égalité v de x égale à v de xg phi de x plus v xg plus 1 phi plus 1 de x. Donc encore une autre fois, j'ai écrit mon polynôme v en fonction d'phi et comme ça j'ai montré que la famille phi 1 phi 2 jusqu'au phi n génère les éléments de grand V. Et donc, c'est une famille génératrice et on a déjà montré qu'il est libre. Donc, c'est une base. Puisque c'est une base, je peux affirmer que grand V égale le vecteur de phi 1 jusqu'à phi n. On a déjà dit que V, grand V, c'est V H1 inter H10 de I. Seulement pour bien comprendre, VH1, pour montrer qu'il est égal à le vecteur de phi 0 jusqu'à phi n plus 1. C'est-à-dire j'ai ajouté le phi 0 et le premier élément, la première fonction de base phi 0 et la dernière fonction de base phi n plus 1. Mais par cette intersection-là,
la famille fait 0 jusqu'au phi 1 plus 1 ne peut pas être libre. Seulement phi 1, je retranche phi 0 et phi 1 plus 1 et j'aurai seulement la famille phi 1, phi 2 jusqu'au phi n qui est libre et qui est génératrice aussi. C'est pour ça on a grand V égale avec de phi 1 jusqu'au phi n, c'est à cause de ceci. Pourquoi la famille ne peut pas être libre? Pour le problème de que les éléments V là, c'est V on a là, donc le V de 1 égale à V de 0 égale à 0. C'est pour ça la famille ne peut pas être libre. La famille, c'est-à-dire la famille qui contient toutes les fonctions de base, de phi 0 jusqu'au phi 1 plus 1. Seulement la famille phi 1 jusqu'au phi n qui est libre. Voilà, on a terminé la question 2. La question, ou bien la deuxième question du question 2, c'est on a terminé la question 2. On a montré que V égale à le vecteur phi 1 jusqu'au phi n. Ça sera ça la deuxième partie. Donc on se revoit dans la troisième partie pour traiter la troisième question. Je vais essayer dans la troisième partie de traiter toutes ces questions-là. Petit A, petit A, petit B, petit C, petit D, petit E, même si elles sont pas petits, elles sont grands. Il n'y a pas de problème. Et je vais essayer de faire dans une autre partie la question 4. C'est une application en donnant la valeur 1 à notre fonction f. Donc merci pour votre attention. On se revoit dans une autre vidéo et à la prochaine. Merci beaucoup.